Le 10 octobre 1934 s'ouvre le procès en cour d'assises de Violette Nozière, une jeune fille de 18 ans accusée de parricide. À ses côtés, pour la défendre, Violette peut compter sur la crème de la crème des avocats de l'époque, maître Henri Géraud, un ténor du barreau qui a défendu Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès, ou encore Paul Gorgulov, le meurtrier du président de la République, Paul Doumer. La mère de Violette, Germaine, qu'elle a également tenté d'empoisonner, se porte partie civile contre sa fille, une première dans l'histoire judiciaire. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de Violette Nozière. Le 9 octobre 1934, la veille de l'ouverture du procès de Violette, un événement va secouer l'Europe entière. À Marseille, lors d'un voyage officiel, Alexandre Ier, roi de Yougoslavie, est abattu par un nationaliste bulgare, ainsi que notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Louis Barthou. Je vous parle de ça pour deux raisons. 1. Louis Barthou était le moteur d'une politique qui souhaitait créer une alliance contre le nazisme, et sa mort tuera l'alliance dans l'œuf. Et 2. On pense alors que la salle d'audience pour l'affaire Nozière serait vide. Or, au lendemain de l'attentat, le palais de justice est rempli de monde. On n'a pas oublié ce fait divers qui est devenu, au fil des mois, bien plus que ça. Cette petite Violette, aussi frêle que diabolique pour certains, cristallise toutes les peurs d'une société qui part en lambeaux. La première journée d'audience est axée sur la personnalité de Violette, ses amis, le milieu familial dans lequel elle a grandi et les circonstances mêmes du drame. Tellement d'émotions dans ce procès que Violette perd connaissance lors de l'interrogatoire du président. Certains experts psychiatres diront à la barre: il ne fait aucun doute que Violette Nozière est une mythomane dangereuse dont les sens ont été éveillés trop tôt et qui aurait été inconsciemment attirée par son père, et aujourd'hui, elle l'accuserait d'un acte qu'il n'a jamais commis, mais qu'elle souhaitait involontairement dans le plus profond de son être. Donc là, le gars explique que Violette voulait se faire violer à répétition par son père, tout est normal. La question de l'inceste n'est même pas clairement abordée. Mais Violette maintient ses accusations contre son père, même face à ses détracteurs. Les déclarations qui concluent la première journée d'audience sont celles du docteur Déron, qui va sans surprise s'abriter derrière le secret professionnel, parce qu'on n'a pas creusé de ce côté-là, mais il a quand même beaucoup menti, le bon docteur de Violette. On fait également venir à la barre les époux Mailleul, les voisins des Nozières, et les premiers intervenants après le drame, pompiers et policiers. Étrangement, à aucun moment le commissaire Marcel Guillaume n'est appelé à la barre, ce qui est pour le moins inattendu, mais pas surprenant quand on sait qu'il est du côté de Violette depuis le jour où il l'a arrêtée. En face d'elle, sur le banc des jurés, il n'y a que des hommes. Pas une seule femme ne représente donc le peuple et la justice française, et ça jouera bien sûr énormément sur l'issue du procès. La seconde journée de procès est chargée en émotions puisque c'est l'audition de la mère de Violette, Germaine Nozière, qui est quand même passée à 2 doigts de la mort. Si vous vous souvenez, elle avait dit lors des premières confrontations avec sa fille qu'elle ne lui pardonnerait que lorsqu'elle serait condamnée et morte. Bon faut croire qu'une mère reste une mère, parce que même en étant en face de Violette, dans le box des parties civiles, Germaine Nozière implore littéralement la cour d'assises de laisser vivre sa fille. Encore plus inédit qu'une mère qui joue contre sa fille, une partie civile qui aide la défense. Viennent ensuite témoigner à la barre les différents amants de Violette. Enfin, ceux qu'on a retrouvés, les officiels si vous voulez, parce que la petite avait quand même du succès. Évidemment, Jean Dabin est là, tout propre sur lui, costard, grosse cravate rayée et petites lunettes rondes épaisses qui lui mangent le visage. La clope au bec, l'air très hautain, il débecte l'assemblée. On se demande quelque part peut-être ce que cette fille a pu lui trouver. L'avocat général Godel n'a pas de mots assez durs à son encontre pour exprimer tout son mépris, mais il essaie quand même, et voici ce qu'il lui dit. « Vous avez trouvé tout naturel que cette femme, que dis-je, cet enfant, vous donna de l'argent. Vous ne sentez donc pas, dans cette salle, ce qu'on pense de vous, ce que j'en pense moi-même ? Vous avez déshonoré votre famille, vous avez vécu au crochet de cette malheureuse. Elle est coupable, et je requerrai contre elle. Vous n'êtes pas accusé, vous ne relevez pas de la justice. Vous relevez du mépris public, et je vous le dis en face. » C'est ce qui s'appelle se faire abattre le caquet.
Enfin, arrive la 3e et dernière journée d'audience. Vous trouvez que ça va vite ? Moi aussi. Mais pour qu'un procès soit complexe, long, qu'on prenne le temps de s'y attarder, faut-il encore qu'il y ait matière à contester la culpabilité de l'accusé. Or, ici, personne ne vient contester que Violette a bel et bien tué son père et tenté d'assassiner sa mère. Et personne ne parle librement d'inceste, de viol, et donc encore moins de circonstances atténuantes pour Violette. Vous savez pourquoi ? Eh bien, en partie parce que Papa Nozière n'était pas porteur de la syphilis. Donc on en conclut que tout ce que Violette a raconté est faux. Car si ça avait été vrai, il l'aurait forcément attrapé au contact de sa fille. Non, cette thèse, la Cour ne veut même pas en entendre parler. En revanche, l'accusation évoque pour elle le seul mobile plausible, l'argent et la cupidité de l'accusé. Violette Nozière n'aurait agi ainsi que pour avoir les 165 000 francs économisés par ses parents qu'elle avait d'ailleurs déjà commencé à voler auparavant, afin de continuer à entretenir son amant Jean Dabin. Ce sera la seule et unique thèse retenue par les jurés. Le 12 octobre 1934, après seulement 1 heure de délibération, Violette Nozière est condamnée à la peine de mort pour parricide et empoisonnement, sans aucune circonstance atténuante. Avant de vous raconter ce qu'il est ensuite arrivé à Violette Nozière, je dois vous préciser que ce verdict est très inhabituel pour l'époque, car la peine capitale ne concerne alors pas les femmes. En 1934, on ne guillotine plus les femmes. Un des avocats de Violette tente un pourvoi en cassation qui sera rejeté le 6 décembre 1934. Un autre de ses avocats, connaissant l'impact de l'affaire sur la vie médiatique et politique du pays, tente lui un acte politique plutôt que judiciaire et demande un recours en grâce auprès du président de la République de l'époque. Le 24 décembre, le soir du réveillon de Noël, Albert Lebrun accepte et modifie la peine de Violette pour des travaux forcés à perpétuité. Elle échappe à l'échafaud. À partir de 1935, de la prison de la Petite Roquette, Violette passe à l'univers carcéral d'Agneaux, une maison d'arrêt pour femmes située dans le Bas-Rhin. Ce n'est pas du tout la même ambiance qu'à Paris, et le quotidien est bien plus rude. À Agneaux, l'isolement est la règle. Interdiction de se parler entre détenus, de s'entraider ou encore de partager des colis. Violette trouve les conditions de détention particulièrement éprouvantes, et son état de santé se dégrade. Alors, comme beaucoup quand l'espoir semble très loin, elle se tourne vers la religion catholique. Les Sœurs de Béthanie, un ordre présent dans plusieurs prisons pour femmes, soutiennent Violette dans sa foi. Son attitude en prison sera toujours irréprochable. Elle devient un exemple de droiture pour les autorités pénitentiaires qui n'hésitent pas à la citer en exemple. Violette Nozière, la parricide, devient une prisonnière modèle. Elle n'a plus rien à voir avec la petite Violette du lycée Fénelon. Elle n'a plus rien à perdre, car juste après le verdict de son procès, l'homme qui fait battre son cœur, Jean Dabin, meurt d'une maladie tropicale contractée en Tunisie, où il est engagé dans l'armée coloniale. Elle est complètement seule. Et en 1937, elle renonce aux accusations portées contre son père. Cette rétractation tardive, dans une lettre de Violette adressée à sa mère, est partagée dans toute la presse. La réconciliation entre la mère et la fille se profile enfin. Après ça, les événements s'enchaînent pour Violette. En 1940, face à l'avancée des Allemands en Alsace, elle est transférée à la maison centrale de Rennes. Et 2 ans plus tard, le maréchal Pétain prononce une réduction de sa peine à 12 ans. On passe de toute une vie derrière les barreaux à 3 années restantes. Et elle a en plus le droit à une formation de comptable pour devenir l'assistante du greffier du pénitencier. En 1944, malgré sa bonne conduite, sa demande de libération conditionnelle est refusée. Pétain qui vient en aide à Violette Nozière, c'est inédit. Cette période sombre de l'histoire française n'est pas clémente avec les criminels. À ce moment-là, on exécute d'ailleurs à nouveau les prisonnières de droit commun. De nombreuses résistantes sont incarcérées à la prison pour femmes de Rennes. 103 prisonnières politiques, arrivées par convoi début 1944, se révoltent en interne, ce qui leur vaudra des mises au cachot et une privation totale des contacts avec l'extérieur. Finalement,
Les 240 résistantes présentes au sein de la maison d'arrêt sont livrées par le régime de Vichy aux nazis. Elles sont toutes déportées vers le camp de concentration de Ravensbrück et n'en reviendront jamais. En janvier 1945, un nouveau greffier arrive à la prison pour remplacer l'ancien. Il s'appelle Eugène Garnier et entre lui et Violette, le courant passe bien. Eugène est veuf depuis près d'1 an et il a 5 enfants, dont l'aîné, Pierre, qui est cuisinier dans un hôtel-restaurant de Rennes. Le 3 mai, le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, lève l'interdiction de séjour de 20 ans sur le territoire français de Violette Nozière. Elle a donc bénéficié des grâces successives de 3 chefs d'État, une situation complètement inédite en France. Le 29 août 1945, Violette est libre. Et la suite de sa vie, elle décide de la passer avec Pierre Garnier, le fils du greffier. Dans cette famille, elle se sent intégrée, enfin à sa place. Violette reprend peu à peu goût à la vie et avec Pierre, ils ont 5 enfants, une fille et 4 garçons, nés de 1947 à 1959, auxquels elle ne parlera jamais de son passé. Le 13 mars 1963, 10 ans après la demande effectuée par ses avocats, Violette Nozière est réhabilitée par la Cour d'appel de Rouen. Elle retrouve son droit de vote qu'elle n'a jamais exercé et un casier judiciaire vierge. Cette mesure exceptionnelle dans l'histoire judiciaire française clôt 30 ans de combat pour ses défenseurs. Mais Violette n'en profitera pas longtemps. Elle meurt d'un cancer des os le 26 novembre 1966 à son domicile de Petit-Quevilly, en paix avec elle-même et entourée des siens. Sa mère Germaine mourra 2 ans plus tard. C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire Violette Nozière. J'espère qu'elle vous a plu et que même si vous connaissiez son histoire, vous avez pu en comprendre tous les tenants et les aboutissants politiques et médiatiques. N'hésitez pas à soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles sur Spotify et un avis sur Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant surtout autour de vous. Merci à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle saison de Crimes oubliés. Si vous aimez mon podcast, je vous recommande d'écouter le podcast Contre-enquête de Stéphane Berthomé. Contre-enquête, c'est un épisode d'une courte histoire criminelle mise en ligne tous les jeudis. Stéphane y ajoute régulièrement des épisodes plus longs sur des sujets tels que le crime, les sciences criminelles et reçoit aussi des invités qui évoluent dans le milieu des affaires criminelles. Contre-enquête est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et si vous aimez Crimes oubliés, je suis sûre que ça va vous plaire, alors je vous souhaite d'avance une bonne écoute de Contre-enquête.